Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Chroniques européennes, une émission enregistrée ici dans les locaux du Parlement européen à Bruxelles. Alors, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Madame Elisabeth Morin-Chartier pour évoquer les enjeux actuels de la politique sociale de l'Europe, une politique sociale européenne qui s'est notamment focalisée un temps autour d'une directive, celle consacrée au travail détaché, qui a longtemps, on s'en souvient, déchaîné les passions. Une directive qui permettait notamment elle s'est fait connaître là-dessus, qui permettait de nombreux abus dans une Europe où le différentiel des salaires des 28, rappelons-le, est de 1 à 10. On en parlera. Alors c'est une directive qui date de 1996 et qui fait l'objet d'une révision sous l'impulsion notamment de la France, mais également du Parlement européen. Alors Madame Morin-Chartier, vous êtes députée européenne depuis 2016, vous êtes affiliée au PPE au Parlement et vous êtes membre de la commission parlementaire emploi et affaires sociales et vous étiez rapporteur sur le dossier de la révision de cette fameuse directive. Alors tout d'abord, pour nos auditeurs, qu'est-ce que c'est qu'un travailleur détaché exactement ? Bonjour. Un travailleur détaché, c'est un Européen qui, pour une mission donnée, pour un temps donné, va travailler dans un autre État membre. Cette possibilité, ça s'appelle la libre prestation de services. Vous savez qu'il y a 4 libertés fondamentales en Europe: la libre circulation des capitaux, la libre circulation des biens, la libre circulation des personnes et la libre circulation des services. C'est-à-dire qu'un Roumain, un Polonais peut venir en France prester un service, c'est-à-dire, par exemple, faire du transport routier. Mais un Français peut aller en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Hongrie ou en Pologne, faire aussi une prestation de service. Libre prestation de service à l'intérieur d'un marché intérieur européen construit entre les 28 États membres. Le problème, où est-ce qu'il est ? Il est qu'on a construit le marché intérieur, mais on n'a pas du tout entamé le chapitre de l'Europe sociale. Et en 1996, est-ce que le problème de cette Europe sociale se pose ? Même pas. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'en 1996, qu'est-ce que c'est l'Europe ? L'Europe, c'est 15 États membres, avec des écarts de salaire minimum qui vont de 1 à 3. Et ces 15 États membres sont les pays fondateurs de l'Europe, c'est l'Europe de l'Ouest. Et les problèmes se sont accumulés, les problèmes de différence de salaire entre travailleurs. Ces problèmes de différence se sont accumulés à partir de l'entrée des nouveaux États membres. Finalement, entre le passage de 15 États membres à 28 États membres, eh bien, les écarts de salaire minimum sont alors passés de 1 à 10. Donc, les écarts se sont creusés. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? 2 problèmes qui apparaissent. D'une part, la concurrence déloyale entre les entreprises, celles qui vont employer des travailleurs détachés ou celles qui vont prester des services avec des travailleurs détachés venus d'ailleurs, de pays à moindre coût de salaire. Et d'autre part, concurrence aussi et dumping social entre les travailleurs. Donc c'est en prenant ces 2 problèmes-là que la révision de cette directive, qui a quand même 20 ans d'âge, était aujourd'hui nécessaire. Je vous rappelle une chose simplement, c'est que c'est la 3e fois que cette directive arrive sur la table de travail. Il y a eu 2 échecs de révision. Et donc, croyez-moi, je suis absolument déterminée en tant que rapporteur à réussir cette révision de directive, parce que elle ne correspond plus au monde européen dans lequel nous vivons.
Et là, on s'approche apparemment du but, hein, avec une réunion très importante. Je touche du bois, je touche du bois. Alors, pour nos éditeurs, juste un élément d'éclairage, si vous voulez bien, sur le nombre de citoyens que ça concerne en Europe et quels pays sont davantage concernés par ce dispositif du travail détaché, dont vous avez rappelé que c'est une des libertés offertes par l'Europe aussi. Écoutez, j'allais dire presque tous les pays sont concernés. Pourquoi? Parce que vous avez des pays qui envoient des travailleurs détachés. Je pense particulièrement à la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie. Et puis vous avez des pays qui accueillent des travailleurs détachés. Alors je pense à l'Allemagne, à la Belgique, à la France. Mais si je vous disais les choses comme ça, je ne vous dirais pas la vérité. Je ne vous dirais pas la vérité parce qu'un pays comme la France, il est à la fois accueil de travailleurs détachés, peut-être 350-400 000 travailleurs détachés européens en France, mais il y a aussi peut-être 250 000 Français qui vont travailler à l'étranger. Donc, vous comprenez là toute la problématique de la directive, de la révision de la directive, c'est qu'il faut faire en sorte qu'à l'intérieur du marché européen, il n'y ait pas de scission, d'opposition, de fossé qui se creuse entre l'Est et l'Ouest. On ne révise pas cette directive pour les Français contre les Roumains. On ne révise pas cette directive pour les Polonais contre les Allemands. On révise cette directive pour trouver un équilibre politique, économique et social entre les 28 États membres. C'est tous ensemble, dans une Europe unie, avec des règles claires, donc contrôlables, pour éviter les fraudes, que nous devons bâtir cette révision de directive. Ça a été mon objectif. Alors, qu'on me comprenne bien, je suis députée française, je suis une des 74 députées françaises. Je suis chargée de la révision de cette directive au niveau européen. Et j'y ai travaillé depuis 2 ans avec un acharnement que vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il faut la réussir. Il faut la réussir pour les entreprises, il faut la réussir pour les travailleurs et il faut la réussir pour l'Europe. Mais députée française, mais dans une vision de la construction de l'Europe. Alors, c'est depuis 2016 que la Commission elle a proposé une révision de cette directive. Oui, vous avez raison. La Commission a proposé une révision de cette directive en mars 2016. Ça fait 2 ans. Avec quels éléments d'évolution majeure dans ce texte? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change? D'abord, le principe politique de base. À travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Ça, c'est le principe politique qui nous permet aujourd'hui de réviser un certain nombre de points qu'il faut changer dans la directive de 96 qui est complètement dépassée. À travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Pourquoi? Parce qu'en disant cela, il nous faut éviter que sur le même lieu de travail, qui peut être par exemple un chantier de construction, vous ayez des travailleurs venus d'Europe de l'Est, je ne stigmatiserai personne, mais voilà, d'un pays par exemple comme la Roumanie, qui viennent travailler sur un chantier à Saint-Nazaire, par exemple, et qui vont avoir un salaire très inférieur au salaire français, au salaire minimum français. Pourquoi? Parce qu'on part d'une situation, 96, où la règle, c'est que le travailleur détaché doit être payé au salaire minimum du pays d'accueil, au moins au salaire minimum du pays d'accueil. OK. Sauf que, très souvent, aux travailleurs détachés, en France,
on va retirer, l'entreprise qui preste le service, va retirer des frais de transport, des frais de logement, des frais d'alimentation. Et donc, il n'est pas rare que ce salaire minimum du pays d'accueil, ainsi amputé, devienne, pour le travailleur détaché, la moitié du salaire minimum du pays d'accueil. Et à ce moment-là, on ne joue plus dans la même cour, c'est-à-dire que sur le même chantier, votre travailleur détaché et votre travailleur national vont avoir un salaire extrêmement différent et donc dumping social, concurrence déloyale. C'est ça qu'il faut changer pour avoir à travail égal, salaire égal sur le même lieu de travail. Et donc, la première chose importante a été de sortir de cette référence salaire minimum pour aller à la référence rémunération. Quelle est la différence entre le salaire minimum et la rémunération? C'est simple. C'est que parfois, et très souvent, au salaire minimum, vous pouvez avoir des bonus qui sont attachés. C'est-à-dire, je reprends l'exemple de la construction, du chantier de construction. Vous avez une prime de froid, une prime de pénibilité, vous pouvez avoir un 13e mois. Si le travailleur détaché n'a pas les mêmes éléments dans sa rémunération, alors il va y avoir un écart, un gap, un fossé de revenus entre le salaire du travailleur détaché et le salaire du travailleur national. Donc, on passe de cette notion de salaire minimum, trop restrictive, et en plus très souvent amputée, à la notion de rémunération. C'est-à-dire que les feuilles de paye doivent être alignées et que la somme globale doit correspondre entre le salaire du travailleur détaché et le salaire du travailleur du pays d'accueil. Rémunération. Deuxième point extrêmement important, il faut que ça soit clair parce qu'il faut que ça soit contrôlable. C'est le problème des indemnités. Est-ce qu'on peut défalquer du salaire des indemnités de transport, des indemnités de nourriture, des indemnités de logement? Ce qui était la norme. Ce qui était pas la norme officielle. Mauvaise habitude. Mais c'était des très mauvaises habitudes. Donc, on fait la chasse aux mauvaises habitudes. Et donc, les indemnités doivent être alignées et ne doivent pas venir impacter la rémunération en négatif. Elles sont sanctuarisées et nous faisons en sorte aussi que le Hongrois qui vient carreleur à Nantes ou à Saint-Herblain, eh bien, le Hongrois, il doit avoir des indemnités pour se nourrir, par exemple, qui sont l'équivalent du ticket restaurant à Nantes ou à Saint-Herblain. Pas de du sandwich en Hongrie. Vous voyez? Donc, il faut faire la chasse à toutes ces brèches dans lesquelles il y avait une précipitation pour tirer parti d'un travail qui coûtait beaucoup moins cher dans les pays de l'Est parce qu'il y avait moindre protection sociale, différence de salaire. Et tant qu'il y aura une distorsion, on l'a rappelé, de salaire minimum de 1 à 10 entre, par exemple, l'Allemagne et la Roumanie, vous pensez qu'il sera possible quand même, malgré tout, de lutter dans ce nouveau cadre contre les abus? Là, vous faites une bonne remarque. Faites bien attention. Qui fixe le salaire minimum? Est-ce que c'est l'Europe? Non. C'est une question de subsidiarité. Cette décision appartient aux nations, donc aux États membres. Donc, ça n'est pas à nous, Européens,
de fixer dans une directive un salaire minimum semblable à travers toute l'Europe, c'est à la France, en fonction de son équilibre budgétaire national recherché. C'est à l'Italie, c'est à la Pologne. Ça, c'est une responsabilité nationale. Il faut aussi respecter, toute européenne convaincue que je suis, je respecte le niveau des décisions des États. Et quand cela appartient à l'État membre de décider, il faut le respecter. Alors, je le disais tout à l'heure, le chemin avance pour arriver à un accord. Comment le caractériser? On a vu qu'il y avait eu des difficultés sur ce chemin entre les pays de l'Est, notamment certains qui n'étaient pas convaincus de l'opportunité de faire cette révision de la directive. Comment on a réussi à avancer malgré tout? Vous avez raison. Au départ, on est parti d'une situation extrêmement difficile parce qu'il y avait 11 États membres de l'Europe qui s'opposaient carrément à la révision de cette directive, et principalement des pays d'Europe de l'Est, qui pensent que le travail détaché est un secteur de leur économie, un des piliers de leur économie. Mais le marché intérieur, il ne fonctionne pas comme ça. Alors, comment j'ai travaillé, moi, en tant que rapporteur? J'ai beaucoup consulté. Vous allez me dire que j'ai pris du temps. Oui, j'ai pris du temps. Parce qu'il a fallu consulter, écouter les différents points de vue, comprendre le fonctionnement du travail détaché en Pologne, en France, en Espagne, comprendre les divergences, faire en sorte qu'une fois qu'on avait compris, que les uns et les autres se comprennent. Et donc, tout mon travail a été pour le Parlement, qui est en codécision avec le Conseil sur ce point-là. Tout mon travail a été de comprendre, de faire comprendre et de trouver la ligne médiane qui allait permettre un accord extrêmement balancé, équilibré entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Je ne voulais pas que ce fossé continue à se creuser entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. C'est ça ma ligne directrice. Et donc, je connais tous les millimètres par lesquels ceux qui veulent détourner et mal utiliser le travail détaché pouvaient passer. Et j'ai essayé de construire un consensus là-dessus, un consensus qui soit reconnu et au Parlement et au Conseil. Nous en sommes dans cette dernière étape de la validation de l'accord. Et qu'est-ce qu'il a donc fallu faire pour réussir à ramener un petit peu dans l'équipe les Polonais, par exemple, et les Hongrois sur cet accord? Et on avait vu qu'Emmanuel Macron s'était mobilisé aussi un petit moment à demander à réouvrir les négociations pour aller encore plus loin. Est-ce que vous pensiez que c'était une bonne idée? D'abord, la première des choses, quand on travaille au niveau européen, il faut respecter l'autre. Il ne faut pas arriver en conquérant et en disant c'est moi le chef, c'est moi qui ai raison et tous les autres ont tort. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que les décisions, elles se prennent à 28 au Conseil et les décisions, elles sont votées au Parlement par 751 députés qui viennent de 28 États membres et qui siègent dans 8 groupes politiques différents. Donc, il faut être beaucoup plus modeste, ouvert, respectueux, mais ferme sur la ligne politique. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut dire aussi à la France. Les Français n'ont pas, connu pour ça. Toujours raison contre l'Europe entière. Hein. Bon, ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point, c'est que cette directive révisée, elle va devoir fonctionner un certain nombre d'années. Elle va devoir être respectée. Et pour être respectée, il faut qu'elle puisse être contrôlée et donc qu'elle soit claire pour être contrôlable efficacement
dans les 28 États membres. Par les administrations nationales à chaque fois. Hein. Et parler d'administration nationale parce que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les États membres qui contrôlent. Hein. Et d'ailleurs, là, je dois dire, la France a fait d'énormes efforts depuis 2 ans pour intensifier les contrôles sur le travail détaché. Mais le contrôle ne suffit pas. Il faut que les textes sur lesquels s'appuient les contrôles puissent être vraiment activés, mis en œuvre. Mais peut-être qu'on va évoluer encore sur ce domaine-là, puisqu'il y a une nouvelle proposition qui arrive sur notre table de travail avec une agence européenne du travail. Donc pour activer une meilleure coopération, une meilleure information entre les différents États membres. Alors on le disait, aujourd'hui c'est un petit peu un moment clé pour arriver vers cette nouvelle directive. Dans la meilleure des hypothèses, elle entrerait en vigueur quand, cette nouvelle directive? Alors l'entrée en vigueur pourrait se faire en juin, vraisemblablement, juin, peut-être au plus tard début juillet, je pense en juin de cette année. Mais attention, ne vous trompez pas sur les termes. L'entrée en vigueur doit être suivie par la transposition. Qu'est-ce que c'est que la transposition? La transposition, c'est l'intégration de cette directive dans le droit national de chaque État membre. Donc de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Pologne, etc. Et doit être suivie de l'application. C'est-à-dire qu'elle soit effectivement appliquée sur le chantier de Chantonnay, de La Roche-sur-Yon ou de Rennes. Alors, c'est un point qui a été extrêmement fort dans ma négociation avec le Conseil. Le Conseil proposait qu'on mette 2 ans pour transposer, 3 ans pour transposer, excusez-moi, le Conseil proposait 3 ans pour la transposition et 4 ans pour l'application. Ça signifie qu'à partir de juin 2018, il fallait 4 ans pour voir l'effet de notre travail, qui a déjà commencé il y a 2 ans. Non. Moi, je suis pour le respect du travail européen qui doit améliorer la situation sur le terrain. C'est qu'il y a un lien direct entre la situation de chaque citoyen, de chaque entreprise sur le terrain et le travail de l'Europe, le travail de votre député européen ici au Parlement européen. Et donc, j'ai fait le bras de fer. Pas été facile. Je n'ai rien cédé. Ça sera 2 ans de transposition, 2 ans d'application, c'est-à-dire 2018, 2020. Point à la ligne. Alors il y avait un autre élément dans cette révision de la directive. On parlait aussi de la limitation de ce dispositif dans la durée. Ça, qu'est-ce que vous avez obtenu là-dessus? La limitation de la directive sur la durée. Ça a été le grand sujet du président de la République française. Le commissaire proposait 2 ans, le Parlement proposait 2 ans. Hey, le président de la République française a dit « Mais non, mais nous, ça va être 12 mois ». À l'arrivée, à la sortie du Conseil, c'est 12 mois plus 6 mois d'extension automatique. Finalement, dans ma négociation, j'ai laissé passer les 12 mois plus 6 automatiques. Et vous savez pourquoi? Je vais vous le dire. Est-ce que c'est un bon sujet pour se battre? Mais non, le délai de transposition et d'application est bien plus important. Pourquoi? Parce que la moyenne des contrats, c'est 44 jours. Donc, qu'on se batte à 6 mois près, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pas des batailles qu'il faut mener quand on est en négociation internationale. Parce qu'on ne lâche pas n'importe quoi pour avoir quelque chose
qui certes est certainement très fort sur le plan de la communication, mais qui n'a pas de sens sur le terrain. Alors au Parlement européen, parmi les 8 groupes politiques que vous avez cités, est-ce qu'il y a un relatif consensus sur cette nouvelle proposition? Écoutez, moi, je ne crie pas fontaine. Il faut que le vote passe. Vote en commission emploi d'abord, vote en plénière ensuite. Vraisemblablement, fin avril en emploi, fin mai en plénière. Moi, je ne dis rien avant. Je fais en sorte, je travaille, je continue à travailler. Parce que ce n'est pas parce que nous avons un accord préalable avec le Conseil que le processus est terminé. Le processus sera terminé le jour où le Parlement européen se sera prononcé en plénière. Nous sommes sur la bonne voie, mais nous avons encore du travail à faire. Alors pour conclure, vous avez dit que cette directive elle pose les bases d'une Europe sociale. Vers quel autre type de démarche, d'initiative pourrait-on aller pour la compléter justement cette Europe sociale à horizon de plusieurs années ou même d'une décennie d'après vous? Écoutez, il y a des grands sujets qui sont déjà sur la table sur l'Europe sociale. Il y a le paquet mobilité. Donc, tout ce qui concerne la législation pour l'organisation du transport au niveau européen, qui a un volet social extrêmement important. Nous avons un texte très important aussi sur le plan social au niveau européen, qui est la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et là-dedans, il y aura les congés de maternité, les congés de paternité, tout ce qui est social. Un jour, il va bien falloir rouvrir la directive sur l'harmonisation du temps de travail au niveau européen. Donc, vous voyez, il y a l'Agence européenne du travail. Donc, on a ici ouvert, avec la révision de cette directive, un énorme chantier de l'Europe sociale. Et moi, j'ai tenu à ce que dans cette directive soit marqué dans l'article 1, et ça c'est très important, que cette directive, elle ne concerne pas seulement le marché intérieur, mais elle touche aussi la protection des travailleurs. C'est ça mon souci. Oui, je suis au PPE, au Parti populaire européen. Oui, je suis fière de porter une ligne de l'Europe sociale dans mon propre parti politique. Oui, je suis fière, avec cette directive, de mettre le socle de l'Europe sociale. Et je crois que l'ensemble de nos concitoyens comprendront mieux l'Europe, comprendront mieux que l'Europe les protège, si nous ouvrons le grand chantier de l'Europe sociale. Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Madame Morin-Chartier, de nous avoir éclairé donc sur cette question du travail détaché, sujet parfois nébuleux, parfois sujet d'inquiétude aussi chez nos concitoyens. Vous pourrez retrouver cette émission à l'écoute sur le site de Radio Nantes, radionantes.eu. Merci également à Constance Fiel qui m'a aidé à préparer l'émission. Et merci également aux auditeurs. À très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Merci encore. Au revoir.